on m'a invité à présenter dans le symposium. Je me demandais, bon, sur quel sujet parler. Je ne suis pas allée du tout dans le même angle que Catherine et Simon. Je vous présenterai peu mes travaux à l'heure actuelle, mais j'ai eu envie de vous parler de présence attentive, pas parce que j'ai une grande expertise sur le sujet, je m'y intéresse depuis quelques années seulement, mais je trouve qu'il y a très peu en français sur ce sujet-là. Donc, j'ai eu envie de me mettre au service de vous, puis d'aller explorer ce qu'il y avait dans les écrits sur ce sujet-là en éducation, tant au point de vue des élèves que du personnel scolaire. Donc, je vous propose, oui, ce plan de match. Donc, d'abord, aborder un petit peu mon cheminement, parce que, bon, quand on parle de présence attentive, on dit que pour guider des pratiques de présence attentive, par exemple, il faut soi-même expérimenter la présence attentive. Donc, je me disais que ce petit détour-là serait sans doute intéressant. Et ensuite, quelques préoccupations qui nous ont amenés à nous intéresser à la présence attentive, tant avec les élèves qu'avec le personnel scolaire. Évidemment, moi, mon expertise est plus avec le personnel scolaire. Donc, Catherine s'intéresse aux enfants. Moi, je m'intéresse aux enseignants principalement. C'est ce qui fait notre complémentarité. Puis, je vais faire ressortir aussi des défis et enjeux qui ressortent depuis quelques années là, sur ce sujet-là et des considérations finales. Donc, d'abord, avant de commencer, la présence attentive, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le mindfulness, la pleine conscience, Catherine dit oui en riant. Elle en sait probablement bien plus que moi sur le sujet. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent la méditation? Oui, quand même. Soyez pas gênés. Merci pour cette petite incursion dans votre intimité. Donc, petite définition bien rapide. Je reprends celle de Jon Kabat-Zinn, qui est sans doute un des précurseurs de l'utilisation de la présence attentive d'une façon séculière. Souvent, on va parler de pleine conscience ou de mindfulness. On va l'associer beaucoup plus souvent à la méditation formelle, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a différentes façons d'être en présence attentive. Il y a différentes pratiques contemplatives qu'on peut mobiliser dans le quotidien. Mais essentiellement, c'est le fait de porter son attention sur le moment présent, donc vraiment être dans l'ici, maintenant, sans jugement de valeur. Donc, ce n'est pas d'essayer d'éliminer ses pensées, d'essayer d'être calme. Il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est vraiment une perspective d'accueil, d'ouverture, de lâcher prise. Donc, je mets aussi là, des attitudes qu'on devrait relier en termes de présence attentive, avoir l'esprit du débutant, donc être dans une certaine curiosité pour rencontrer l'expérience qu'on vit au quotidien, être dans la confiance, la patience, le non-effort, la gratitude, la générosité. Donc, des attitudes aussi qui appellent à une certaine interaction, interrelation de qualité avec l'autre. Donc, en termes de cheminement, je vous ai mis un cheminement plus personnel en lien avec la présence attentive, puis aussi un cheminement professionnel qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet-là. Donc, moi-même, j'ai commencé à être en contact avec la méditation par le yoga. Donc, j'ai commencé à faire du yoga quand je vivais du stress au début de mes études supérieures. Vous voyez, là, j'ai pas pu faire la correspondance exacte, mais ça me servait beaucoup à l'autogestion, justement. Donc, le yoga m'aidait à gérer ce stress-là que je vivais. Puis, on avait certains moments de méditation ou axés sur la respiration, tout ça. Et j'ai commencé à faire de la méditation un peu plus formelle avec une application qui s'appelle Petit Bambou. Il y en a plein d'autres qui existent. L'idée, c'est pas de faire de la publicité, mais simplement pour dire que j'ai été un peu plus introduite de cette façon-là. Donc, j'ai commencé autour de 2017, moment où j'étais en année sabbatique. Peut-être que je me suis permis un peu plus de temps pour explorer ça. Et puis, à l'automne de 2021, j'ai commencé un programme à l'UQAM qui est axé sur la présence attentive et l'enseignement de la présence attentive. Et ça m'a amené à développer aussi d'autres types de pratiques contemplatives, je le disais, là, qui sont plus peut-être informelles pour être davantage dans cet ici maintenant, mais à différents points de vue.
En termes professionnels, je me suis intéressée depuis le début de mes études supérieures à la résilience des enseignants. Donc, j'étais déjà dans l'angle de la psychologie positive. Je suis moi-même une enseignante de formation, enseignante du préscolaire et primaire. À ce moment-là, je m'intéressais à ce qui pouvait permettre aux gens de développer la résilience. Et l'angle que j'ai choisi d'adopter à ce moment-là, c'est celui de la réflexion sur la pratique. Est-ce que tu m'entends encore, Nancy? J'ai fait une gaffe de micro, hein? Je suis désolée, je bouge un peu trop. Donc, je me suis intéressée à ce sujet-là et vous voyez que par la réflexion sur la pratique, l'angle que j'ai adopté était beaucoup plus un angle rationnel. Donc, comment rationnellement on peut accueillir différents problèmes qu'on rencontre, mettre en œuvre une réflexion sur la pratique, puis essayer finalement de nous adapter, de trouver des pistes de solutions dans ces problématiques-là qu'on rencontre. Donc, j'ai commencé en 2010, j'ai eu mon poste à l'Université du Québec en Outaouais en formation pratique. Donc, j'ai commencé à faire de l'accompagnement de stagiaires et on travaillait beaucoup justement sur le développement de ce processus de réflexion-là pour essayer de permettre aux personnes de mieux s'adapter, d'être vraiment dans une perspective d'agentivité par rapport aux problèmes qui étaient rencontrés. Et j'ai mené au départ différents projets, dont un projet de recherche sur la résilience dans le contexte des stages et de l'insertion professionnelle, toujours axé sur la réflexion sur la pratique. Et à un moment donné, j'ai commencé à vivre différentes insatisfactions par rapport à ce travail-là d'accompagnement parce que, je trouvais que d'abord, on était principalement centré sur les défis qui étaient rencontrés et non pas sur les forces à développer chez les individus. On n'était pas dans l'identification des forces, mais vraiment sur les lacunes à travailler, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand on est uniquement là-dedans. Et ensuite, l'autre chose de laquelle je me rendais compte, c'est qu'avant qu'on puisse réfléchir de façon rationnelle lorsqu'on rencontre une problématique, il y a des filtres qui sont là, dont celui des émotions. Donc, des fois, on n'a pas accès à ces ressources-là tant qu'on n'a pas été en mesure de reconnaître les émotions qu'on rencontre, de les identifier et d'entrer dans une certaine régulation de ces émotions-là. Donc, il manquait pour moi quelque chose, là. Puis, vous voyez, c'est vers 2016-2017 que j'ai commencé à me reposer des questions là-dessus. Et puis, avec Catherine et Nancy, j'ai commencé à développer un projet de recherche. D'abord, c'était une étude exploratoire. Puis ensuite de ça, on a obtenu une subvention du CRSH pour vraiment développer des activités, un dispositif, des activités de psychologie positive qui incluaient des moments de présence attentive avec les stagiaires. Puis on a documenté finalement les retombées, Catherine, de ces activités-là. Puis là, on a terminé la collecte de données. J'ai présenté des résultats ce matin. Puis si ça vous intéresse, on pourra évidemment là, en discuter plus longuement. Donc voilà un peu là, le parcours qui m'a amené jusqu'à ce sujet de la présence attentive. Pourquoi je suis allée là? Parce que je notais dans les écrits qu'il y avait différentes préoccupations qu'on avait. C'est un peu ce qu'on fait comme chercheur. On cible des problèmes puis on essaie de répondre à ces problèmes-là à partir de différentes questions qu'on se pose. Donc, je notais dans les écrits que je consultais qu'il y avait quand même un certain nombre d'écrits qui indiquaient que il y avait une détresse qui était parfois, détresse psychologique qui était vécue parfois en stage, même si les stages sont souvent considérés comme la dimension la plus importante de la formation initiale par les futurs enseignants. C'est un moment assez crucial où il y a beaucoup de stress qui peut se vivre et de la détresse psychologique. Et pourtant, il y a assez peu d'études qui étaient, en tout cas, ou sont encore portées sur les demandes qui sont liées au stage, le bien-être des stagiaires. Peu d'initiatives pour soutenir la santé psychologique, donc pas juste l'élimination du stress, mais la santé psychologique globalement en formation initiale. Et puis, comme je m'intéresse aussi à l'insertion professionnelle, je voyais un peu le même portrait avec les enseignants débutants, donc une vulnérabilité accrue, notamment en lien avec les défis qui sont rencontrés. Pourtant, des besoins de soutien de nature psychologique, personnelle, émotionnelle, en lien avec cette phase-là du développement professionnel. Et
presque rien qui est mis en œuvre pour venir soutenir cette dimension personnelle et psychologique-là. Globalement, pour ces deux catégories de personnes, on voit qu'il y a parfois un mal-être psychologique, physique qui est ressenti tant en formation initiale qu'en insertion professionnelle. Ça, c'est du côté des enseignants, qui est davantage mon champ d'expertise. Bon, Simon a présenté tout à l'heure, ça apparaît pas. OK. Simon a présenté tout à l'heure des données très intéressantes pour vous montrer comment ça affecte la population générale. Puis là, j'étais tombée sur cette enquête de l'INSPQ avec des données de 2014-2015, donc même avant la pandémie, où quand même on relevait que le quart des travailleurs, globalement, là, à l'échelle du Québec, indiquait qu'ils vivaient de la détresse psychologique, avec une proportion un peu plus grande chez les femmes et aussi chez les plus jeunes. Donc ça, c'est un élément là, qui nous permet d'élargir un peu le portrait. Puis chez les élèves, on voit un peu, chez les enfants, les élèves, on voit un peu ces éléments-là qui ressortent aussi. Il y a eu plusieurs nouvelles dans ce sens-là sur la détresse psychologique, les symptômes d'anxiété, de dépression, etc. Donc tous ces éléments-là nous ont, je pense, comme société, amené à nous intéresser davantage aux questions de bien-être, de santé psychologique. Je vous dirais que dans le monde de l'éducation, moi je vois de plus en plus d'initiatives, en tout cas au Québec, qui s'intéressent au bien-être à l'école, mais bien souvent c'est au bien-être des élèves, point. Puis quand on ouvre un peu plus la question au bien-être du personnel, par exemple, ben des fois on se fait dire « Ah, mais le bien-être du personnel, on veut pas laisser les gens dans leurs petites pantoufles, tout ça, c'est pas vraiment important. » Mais pourtant, on se rend compte, quand on consulte les écrits, qu'il y a de plus en plus d'études qui nous indiquent, que le stress et le mal-être peuvent avoir des impacts négatifs lorsqu'ils sont ressentis par les différents personnels scolaires sur les élèves ou le climat de classe. Et à l'inverse, on note aussi de plus en plus de liens ou d'associations entre le bien-être des enseignants et le bien-être ou la réussite des élèves. Donc, on a tout lieu de se préoccuper peut-être davantage de cet élément-là. C'est une des choses qui a fait en sorte qu'on s'est intéressé aux interventions de présence attentive. On voit beaucoup que c'est mis en évidence pour favoriser le bien-être des personnes, peu importe qui on cible. Donc, j'ai fait un petit tour d'horizon pour essayer de relever ce que les études nous disent à l'heure actuelle, ou en tout cas jusqu'à maintenant. En 2023, il y a une étude là, que j'ai récupérée de 2023. J'ai essayé ici d'aller, c'est pas exhaustif ce tour d'horizon-là, mais j'ai essayé d'aller chercher des études, il y a certaines études comme plus individuelles, mais il y a aussi des méta-analyses ou des revues systématiques des écrits qui ont été publiées à différents endroits du monde. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est vraiment... ce sont ces éléments-là qui sont plus documentés, c'est-à-dire les indicateurs négatifs, comme l'ont mentionné d'autres collègues avant. La diminution du stress, c'est quelque chose qui apparaît de façon assez fréquente dans les études ou dans les méta-analyses recensions. On voit parfois la diminution de la détresse psychologique, notamment l'anxiété, la dépression. Il y a d'autres effets aussi qui sont documentés, comme des effets positifs sur le sommeil ou l'amélioration de la concentration ou autre chose. Et dans certaines études, là, on va aller un peu plus aussi du côté des indicateurs positifs, donc l'amélioration de la santé mentale, du bien-être ou de l'engagement, la performance académique, etc. Cependant, les études étant plus avancées chez l'enfant, je vous ai dit, on a plus développé ce qui se passe chez les élèves. On se rend compte, en consultant surtout les dernières études, les dernières méta-analyses, que ces effets-là sont mitigés. C'est-à-dire que ça peut être variable d'une étude ou d'une méta-analyse recension à l'autre, que ça dépend souvent du lieu ou de l'âge des élèves, c'est-à-dire qu'on va avoir des résultats peut-être un peu plus positifs ou moins mitigés avec les enfants qu'avec les adolescents, ou il y a ce genre d'éléments-là de distinction qui vont apparaître.
On critique le fait qu'il y a parfois des effets qui sont faibles ou modérés. Donc, il y a des effets, mais avec des tailles d'effets qui sont pas nécessairement conséquentes. Des fois, il y a des effets qui sont négatifs. Donc, il y a certaines études qui montrent un effet négatif sur l'anxiété, par exemple. Donc, ça va poser certaines limites si on fait ce type d'intervention-là avec ces élèves-là. Et on note aussi qu'il y a des effets plus importants. Là, on entre plus d'un côté psycho que moi, je ne maîtrise pas nécessairement bien, mais avec des groupes contrôle qui sont passifs, c'est-à-dire qui ne reçoivent pas d'autres interventions. Donc, dans ces cas-là, la présence attentive, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas nécessairement meilleur qu'une autre intervention qui serait donnée à un autre groupe. Un peu ce que Catherine expliquait tout à l'heure. On fait quelque chose avec un mandala, c'est un groupe contrôle actif parce qu'il y a une intervention qui est donnée. Donc, c'est un peu les éléments qui ressortent finalement, c'est que ça répond peut-être pas à tous les besoins, que les effets sont pas nécessairement garantis, puis qu'on peut se poser aussi certaines questions. Là, je vais y revenir sur les enjeux, mais il y a certaines questions méthodologiques qu'on peut se poser. Donc, des effets, mais avec certaines préoccupations. Du point de vue des enseignants, là, je suis allée chercher même chose, hein, là où il y a des astérix, c'est pour indiquer que c'est une méta-analyse ou une recension systématique des écrits. Je suis aussi allée chercher des études ou des méta-analyses qui ne sont pas nécessairement centrées sur le mindfulness. Donc, en turquoise, là, vous voyez des études qui peuvent être centrées sur le stress des enseignants ou des éducateurs au sens plus large, sur le bien-être, sur la psychologie positive. Et là, on voit quand même qu'on fait ressortir des interventions, des effets positifs des interventions de présence attentive dans ces études-là qui ne portent pas spécifiquement sur la présence attentive. Je prends un souffle, il me semble que je parle vite, excusez-moi. Donc, là aussi, on voit que les éléments, les indicateurs négatifs vont ressortir plus souvent. Et en mauve, j'ai mis les éléments qui concernent directement le personnel éducatif. Donc, la diminution du stress, c'est quelque chose qui apparaît aussi. Diminution de la détresse psychologique, de l'épuisement professionnel dans certains cas. Amélioration, mais de l'autre côté, des indicateurs positifs, l'amélioration du bien-être, de la résilience, de la régulation émotionnelle, j'en parlais tout à l'heure, de l'autocompassion, parfois du sentiment d'efficacité personnelle, des compétences, de la satisfaction au travail, du sentiment d'efficacité personnelle, j'en ai parlé. Et du point de vue des élèves, il y a des études qui vont nous montrer que il y a des effets où on va voir qu'il y a une diminution des problèmes comportementaux ou émotionnels chez les élèves, souvent qu'on va mettre en relation avec les compétences améliorées des enseignants. Dans le même principe, une amélioration du climat de classe, de l'engagement ou des compétences sociales des élèves. Et là, il y a moins de ces effets mitigés qui vont apparaître. Il y a certains enjeux que je vais aborder dans quelques instants, mais on a un portrait un peu moins documenté, je vais dire. Il y a moins d'études qui ont été faites auprès du personnel enseignant, mais c'est un portrait qui est peut-être moins mitigé qu'on le retrouve chez les enfants ou les élèves au sens plus large. Donc, j'arrive ici sur les défis et enjeux qu'on peut relever. J'essaie de faire vraiment une synthèse de tout ça parce qu'il y aurait beaucoup à dire. D'abord, on peut peut-être voir, là, Simon le mentionnait tout à l'heure, mais on peut voir que les interventions ne fonctionnent pas nécessairement pour tout le monde ou ne sont pas toujours adaptées pour les enfants ou les adolescents. Des fois, on va utiliser des interventions ou des pratiques de présence attentive qui se font chez les adultes, puis on les amène chez les enfants, mais ce n'est pas nécessairement ajusté pour ces populations-là. Donc, c'est là où ça rend difficile l'implantation généralisée de programmes ou d'interventions. Donc, quand on est dans des approches vraiment top-down, où on dit, bon, on va faire ça dans toutes les écoles du Québec ou de la planète, c'est là où ça peut poser certains enjeux finalement. Il y a différents enjeux méthodologiques qui sont relevés. Donc, parfois, il y a des petits échantillons, des tailles d'effets légères, modérées. La qualité des études est inégale aussi. J'ai parlé des groupes contrôle. On utilise souvent des outils qui sont auto-rapportés également.
Et on voit aussi que les effets ne sont pas toujours durables dans le temps. Donc, il va y avoir des effets à court terme, mais s'il n'y a pas un accompagnement ou un suivi qui se fait, bien, ces effets-là peuvent se dissiper là, avec le temps. On voit qu'il y a aussi une grande variété de définitions, de pratiques qui sont liées à la présence attentive. Là-dedans, on inclut là, tout ce qui concerne aussi la formation des formateurs. Merci. Catherine parlait tout à l'heure de comment on forme les enseignants à mener des interventions de pratiques de présence attentive, pardon. La manière dont on les implante dans les écoles aussi, ça va être très variable d'une étude à l'autre. Moi, un élément qui me parle beaucoup, c'est l'idée aussi que c'est souvent axé sur le bien-être, la santé ou la responsabilité des individus sans nécessairement tenir compte des conditions de travail qui sont vraiment complexes. Manque de considération de la diversité aussi, donc on ne va pas nécessairement aller voir là, auprès des différentes populations, des caractéristiques sociales, culturelles, économiques. Donc cet élément-là manque un peu. Puis il y a des personnes qui font aussi cette critique qu'on a beaucoup, avec la mouvance de Jon Kabat-Zinn, on a beaucoup fait de l'instrumentalisation de la présence attentive, ce qu'on appelle le MEC Mindfulness. Donc on a voulu rendre la chose bien léchée, bien facile à appliquer, mais en l'épurant finalement, en proposant une version édulcorée. On voulait être dans un angle laïque, mais on a peut-être oublié trop les fondements, les dimensions éthiques, sociales de la présence attentive. Donc, quelques dernières considérations. D'abord, l'importance de développer des approches complémentaires où on va combiner différents dispositifs pour répondre aux besoins diversifiés. Donc, aller plus peut-être vers de la psychologie positive que juste la présence attentive. Avoir des approches qui sont systémiques, j'en parle pas, Simon a très bien fait le topo là-dessus. Je trouve que c'était parfait. Vraiment, donc, cette idée de considérer l'école, mais aussi l'écosystème, là, comment les différentes couches peuvent avoir un impact sur les personnes. Avoir plus de rigueur dans les approches méthodologiques, oui, mais pour moi, ça c'est ma critique de fille d'éducation envers la psychologie peut-être, mais peut-être ouvrir une porte plus grande à des méthodes mixtes, donc un peu plus de place au qualitatif et un ancrage dans le champ de l'éducation. Donc vraiment, peut-être arrêter d'avoir cette idée de vouloir implanter des programmes, tout ça, puis vraiment plus partir des besoins des écoles, puis s'ancrer dans leur réalité. Et enfin, s'éloigner peut-être de l'instrumentalisation de la présence attentive en reconsidérant davantage les dimensions éthiques. Là, je vais parler de tous les aspects de compassion, compassion et autocompassion, mais de bienveillance, de générosité envers les autres personnes. Donc, toutes les compétences socio-émotionnelles, peut-être qu'on peut travailler un peu plus dans cet angle-là. J'avais ici, oui, c'est un petit bout de recherche pour nous montrer comment le qualitatif peut amener quelque chose. Donc, par exemple, dans ma recherche, on a vu des résultats intéressants en termes d'amélioration, de diminution de l'irritabilité, du stress lié à la gestion de la classe. Donc, ça, c'est un exemple qu'une enseignante nous a donné pour expliquer un peu comment la présence attentive venait l'aider dans ses interventions. Donc, elle nous dit qu'il y a une journée qui était extrêmement stressante, puis elle vivait un problème avec un élève qui avait un trouble de comportement, puis elle s'est arrêtée juste pour respirer, prendre quelques respirations, puis éviter de réagir de manière inadéquate sur le coup. Donc, d'essayer de décaler un peu la réaction et la réponse à cette situation-là. Et dans une entrevue subséquente, elle nous indique que finalement, ces ressources vont remonter plus facilement. Elle va avoir accès davantage à ces ressources si elle prend le temps d'être quelques instants en présence attentive plutôt que de réagir tout de suite sur le coup des émotions. Et je m'arrête ici avec cette petite pensée de Mathieu Ricard, moine bouddhiste, qui traduit bien ce qu'est la présence attentive pour moi, à la fois dans sa dimension personnelle, mais aussi dans sa dimension éthique et sociale. Merci.